Je vais résumer en quelques phrases ce que je dis dans cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas le temps de tout écouter. L'information centrale que j'apporte, c'est que la réalisation de soi et l'épanouissement réel sont indissociables du développement du savoir-faire unique et singulier propre à son être. Le fait de pouvoir développer son savoir-faire unique et singulier, donc son art, c'est ce qui va te permettre concrètement de te transformer intérieurement, de te réaliser et surtout d'apporter quotidiennement, régulièrement, de la nouveauté dans ta vie. Celui qui ne peut pas s'apporter par lui-même et pour lui-même de la nouveauté dans sa vie est condamné à s'emmerder et à déprimer. La dépression, c'est le grand mal du XXIe siècle, c'est la maladie la plus répandue en Occident et c'est une maladie qui n'a pas de remède. Et ça a été mon sujet de recherche pendant 2 ans. Quand j'ai commencé la chaîne, j'ai commencé avec le yoga du cri, l'importance de libérer son cri, sa colère, sa rage. Ensuite, j'ai parlé de l'importance de poser des intentions pour mettre en place une dynamique. J'ai parlé de l'importance de suivre ses besoins, de définir ses besoins authentiques. Et dans la précédente vidéo, j'ai parlé du dessin de l'être. J'ai dit que notre être a un projet subtil et que notre épanouissement dépend de sa réalisation. Et là, je vais parler du savoir-faire. Le lien entre le subtil, parce que l'épanouissement c'est subtil, le subtil et le concret, le matériel. Le lien entre les deux est absolument indissociable. C'est-à-dire que celui qui te parle d'éveil ou d'épanouissement, mais que ce dont il te parle ne t'amène pas à toi à te réaliser au niveau concret matériel, c'est du vent, de l'illusion, des paillettes, du rêve. Et c'est plus facile de tromper 1000 fois une personne, non, de tromper 1 fois 1000 personnes, oui, que de tromper 1000 fois une personne. Cet art que tu développes, ton savoir-faire unique et singulier, te mènera à amener quelque chose de totalement nouveau au monde. Si on n'avait pas été malmené dans la vie, je dirais même humilié, on n'aurait pas eu en nous ce moteur, cette haine. La haine, c'est l'énergie la plus puissante qui soit, contrairement à ce que racontent les spirituels. Ils te disent que c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour, c'est la haine. C'est-à-dire que la haine, c'est la version concrète de l'amour. Enfin, c'est le négatif de l'amour et c'est le moteur initial. S'il n'y avait pas en nous cette haine, on n'aurait aucune raison de se transformer, de se développer et de devenir créateur. De sortir de notre condition de créature pour devenir créateur. L'animal, il n'a pas été humilié, il n'a pas la même soif, le même besoin que nous de se transformer. Donc, il reste un animal. Mais nous, il y a quelque chose en nous, une sorte de virus, on pourrait dire, que tous les autres êtres qui peuplent le monde n'ont pas. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de cette haine. Si tu n'en fais rien, ou si tu veux l'étouffer, l'annihiler, l'endormir, elle va se retourner contre toi, elle peut se transformer en tristesse, en mélancolie, ou tu peux la retourner contre les autres. Il n'y a qu'en l'utilisant comme un moteur pour se transformer intérieurement et développer son savoir-faire, son art, qui permet réellement de la sublimer et de l'utiliser pour changer justement de statut, statut créature, donc victime soumise, au statut
créateur. Les religions, les spiritualités et le développement personnel qui découlent de tout ça conditionnent les gens justement à endormir leur haine dans les prières. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre mort, Amen. Ça, c'est l'entretien de la victimisation où justement la haine est perçue comme quelque chose de mauvais. Pardonne-nous pour nos offenses, pauvres pécheurs. Pauvre créature habitée par la haine. Tant que tu es là-dedans, tu ne peux pas l'utiliser. Donc tu restes soumis. Tu subis la vie. Ce que je vais dire aussi dans cette vidéo, c'est que la dépression pourrait être la conséquence de la non-réalisation. La dépression pourrait être une maladie qui n'a pas vraiment d'origine. Et c'est là que justement, toutes les approches psychanalytiques semblent bien limitées. Parce qu'il y a des gens qui font 30 ans de psychanalyse et ils ne sont pas pour autant sortis de la dépression. Ce qui veut dire que tu peux comprendre ta vie, comprendre tes souffrances, libérer tes souffrances, parce que en pleurant, en parlant, tout ça, libérer, tout libérer, et pour autant continuer d'être dans la dépression. Donc, ces approches sont limitées, et les psychologues, pour moi, je les trouve limitées, parce qu'ils ne parlent jamais de l'importance d'entrer dans sa créativité et de développer son savoir-faire. Et celui qui ne peut pas le faire, il reste quand même une victime. Il reste quand même une créature. Tant que tu n'es pas créateur, par défaut, tu es une créature, une victime. Et ce que j'ai oublié d'ailleurs de dire dans la vidéo, c'est que tout émet une vibration. Notre statut créature, notre statut victime émet une vibration. Une vibration de peur. Moi, pendant des années, j'étais dans la peur. Il n'y a qu'une période de ma vie où j'avais pas peur, c'est quand j'étais à fond dans ma créativité. Parce que je vibrais méga super haut. Et en fait, la créativité, ça vibre encore plus haut que l'amour. C'est ce qui vibre le plus haut. Tant que tu n'es pas dans ta créativité tous les jours, que tu n'as pas mis en place ton cadre, ton protocole de travail, parce que ça c'est aussi très important, tu ne peux pas être créatif un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ton être va t'amener à développer un cadre et un protocole, un atelier, à créer ton atelier. Tant que tu n'es pas là-dedans, fatalement tu vibres la peur. Par défaut, tu vibres la peur. Parce que tu es dans ton statut de créature. J'ai connu plein de gens qui cherchaient à se sortir de la peur, à se sortir de la dépression, avec des prières, avec de la méditation, avec des privations, en écoutant des gens qui leur disaient que c'était jamais assez bien, qu'il fallait encore plus méditer, en entretenant toujours la culpabilité, parce qu'en fait, ils sont bloqués par la honte. Aujourd'hui, ce que je peux dire, simplement, et je suis contente de pouvoir le dire, parce que quand tu as les mots pour le dire, c'est que tu as compris. Tant que tu n'as pas les mots, tu n'as pas compris, et tu peux te faire manipuler, en fait, c'est ça. Tu peux te faire vendre, tu peux croire en des gens qui vendent du rêve, qui vendent de l'illusion. Mais quand tu as les mots, tu as compris, et là, tu ne peux plus te faire niquer. Il n'y a que le développement de son savoir-faire unique et singulier, et cette capacité d'amener à soi même de la nouveauté tous les jours, qui permet de sortir de la dépression, qui permet de sortir de la peur, qui te fait littéralement changer de monde, changer de paradigme, changer de vision de l'avenir, changer de relation à toi-même, c'est-à-dire que tu t'en bats les couilles de ton apparence, tu t'en bats, enfin quand je dis tu t'en bats les couilles, tu vas quand même faire gaffe, tu vas pas sortir à walper dans la rue, juste par respect pour les gens, mais ça n'est plus un objet de pression, le temps qui passe, ton apparence, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc de pression? Est-ce que j'ai bien réussi ma vie? J'ai réussi mon couple, j'ai réussi ma famille? Tous ces trucs-là, tu vois, qui viennent par défaut, qui sont liés au conditionnement de la créature, ça y est plus, ça disparaît quand tu entres, quand tu développes ton savoir-faire, ton art.
et tu vas vers le futur, tu vas vers l'avenir, et même la relation à la mort change, parce que tu te dis, ben, ok, je veux mourir un jour, mais je reviendrai sur Terre pour continuer le travail. La mort n'est même plus perçue comme une menace, avec ce jugement, tu vois, est-ce que j'ai pas de regrets, est-ce que j'ai bien réussi ma vie? Putain, mais ça c'est horrible, horrible, horrible. Et ça c'est la créature, ou en fait aussi on pourrait dire l'aspect narcissique dans l'être humain, donc qui est obsédé par l'image de soi, qui est artificiel. Cet aspect-là en nous n'est qu'un paquet de craintes et ne peut jamais être calmé. Il n'y a que le Créateur qui peut, lui, s'épanouir et sortir te sortir, le Créateur en toi, te sortir de cet enfer de la créature et de ces peurs de merde. À l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, on est encore des Homo sapiens, des Homo sapiens sapiens ou sapiens plus plus, un truc comme ça. Sapiens sapiens. Sapiens Sapiens. Saprem, il parlait du prochain stade évolutif. Il disait que quand on sera débarrassé de nos idéaux, de nos conceptions, de nos croyances, on pourra aller vers ce prochain stade évolutif. Et qu'est-ce que c'est que le prochain stade évolutif? Qu'est-ce qu'il y a après l'Homo sapiens? Ou l'Homo sapiens sapiens? Qu'est-ce qu'il y a après la créature humaine? Parce que l'Homo sapiens, c'est une créature, c'est une chose. C'est une chose parce que c'est un animal intellectuel, il est bizarre. Donc qu'est-ce qu'il y a après la chose humaine, la créature humaine? Il y a le créateur. Donc le prochain stade évolutif, c'est l'Homo creatorus. Au début, je m'étais dit, je vais appeler ça l'Homo creatus, mais ça fait penser à créature. Alors non, l'Homo creatorus. L'Homo creatorus, c'est un artiste. C'est-à-dire que c'est un individu qui sait développer un savoir-faire unique et singulier. Et ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est du lien indissociable qu'il y a entre la réalisation de soi et le développement de son savoir-faire. Développer son savoir-faire. Il y a 2 ans, j'avais réalisé une vidéo sur mon autre chaîne où je parlais de l'opposition entre l'ego et l'orgueil. Et je disais, un faux maître renforce ton orgueil et détruit ton ego. Un vrai maître, tout en sachant qu'un vrai maître ça n'existe pas et que le seul vrai maître c'est ton être, mais c'est pour donner une image, le vrai maître détruit ton orgueil et te permet de développer ton ego. Et j'expliquais pourquoi aujourd'hui l'ego était diabolisé, qu'il était associé au mal et au diable. L'orgueil, ce sont nos parcelles victimaires, c'est cet aspect en nous narcissique, obsédé par l'image de soi et par le regard des autres. C'est aussi ce que je vais appeler la créature en nous, c'est-à-dire ce qui est prédéfini par défaut, un ensemble de programmes, de mécanismes, de conditionnements. Et ce qui s'oppose à ça, c'est l'être, c'est l'aspect en nous du créateur, et cet aspect en nous du créateur, de l'être, nous amène à développer notre ego, c'est-à-dire une capacité justement à poser des limites, à poser des cadres, des contours, pour savoir dire oui, savoir dire non, et surtout pour avoir un espace de développement, de croissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas te développer et a fortiori te réaliser toi-même et t'épanouir si tu ne poses pas un cadre, si tu ne poses pas justement des limites. Aujourd'hui, on est dans le culte du plaisir. En fait, on est dans la lignée de la philosophie d'Alistair Crowley, qui était un occultiste du siècle dernier,
la philosophie d'Alistair Crowley, c'était « fais ce qu'il te plaît ». Aujourd'hui, on est dans le « fais ce qu'il te plaît » et aussi « pense ce qu'il te plaît ». Raconte-toi à toi-même les histoires qui te plaisent et tout ira bien. Fais ce qu'il te plaît, ça veut dire vis dans un monde où il n'y a pas de limite. T'as envie de bouffer, bouffe. T'as envie de faire du mal à quelqu'un, fais du mal à quelqu'un. Voilà. Tant que ça te fait plaisir, c'est bon. Et le problème, c'est que, en fait, quand tu n'as pas de cadre, tu n'as pas de limite, eh bien justement, tu n'es pas libre. C'est-à-dire qu'on croit, depuis nos conditionnements, que pour être libre, il faut retirer toute limite à l'expérience de la vie, toute contrainte. Mais si tu n'as pas de limite, tu n'auras pas de cadre, donc en fait, tu n'auras pas de contenant, tu n'auras pas de support pour développer ce que tu as à développer. Je reprends l'exemple du peintre. Si le peintre, il n'a pas de toile, de châssis pour peindre, il ne pourra pas faire sa peinture. Le fait qu'il puisse avoir une toile, ça va lui permettre de peindre, de réaliser quelque chose, et ensuite d'avoir la soif de réaliser une autre peinture, peut-être plus grande, peut-être encore plus ajustée dans son langage pictural, encore plus vivante, mais ce développement, cette croissance de sa créativité qui le rend libre, est possible parce qu'il a un protocole de travail, il a un cadre. Donc ça, c'est important de bien le préciser. Ton être, c'est ton maître, c'est l'aspect en toi du créateur, c'est aussi en toi l'aspect de l'artiste, c'est-à-dire de celui qui va développer un savoir-faire singulier, unique. Un savoir-faire qui ne pourra pas être reproduit par une machine, par l'intelligence artificielle. Donc un savoir-faire qui n'est pas uniquement une technique ou un procédé d'exécution, comme le fait d'ouvrir un carton et de le remplir avec des boîtes. Ça, c'est un procédé d'exécution, une technique. Le savoir-faire, c'est au-delà de la technique parce que ça va induire ta sensibilité particulière et surtout ton besoin. Une machine ne peut pas développer de savoir-faire parce qu'elle n'a pas de besoin. Pour avoir un besoin, il faut avoir un corps. Bon, je vais en reparler après, donc ça, je ne le redis pas là. Il faut avoir un corps, il faut avoir des manques, il faut avoir une soif. Quand tu es dans ton orgueil, tes parcelles victimaires, ton aspect narcissique, tu vis dans ta tête, tu vis dans tes autofictions, tu es coupé de ton corps, tu es coupé de tes besoins, et quelque part, tu es déçu de la vie, comme ces spirituels qui ne veulent plus venir se réincarner. Alors, bon, tu te demandes où est-ce qu'ils vont aller, du coup. Où est-ce que vous allez dans d'autres mondes meilleurs, où il n'y a pas de corps, où il y a... Bon, voilà. Ton être, pour reprendre l'image que j'avais utilisée dans la dernière vidéo, c'est comme une graine, et son ambition, c'est de se planter dans la terre pour se développer, et pour devenir ce qu'elle est, pour devenir la nature de ce qu'elle est. Non pas devenir qui elle est, c'est très très important, cette subtilité entre le qui et le que. C'est, quand tu veux savoir qui tu es, c'est ton aspect narcissique obsédé par l'image de toi-même, qui est obsédé par le regard des autres, et pas une identité artificielle, superficielle. Alors que l'être, lui, il veut devenir ce qu'il est, la nature de ce qu'il est. Et cela est indissociable du savoir-faire qu'il va développer. La graine qui devient un arbre, elle développe son savoir-faire de devenir arbre. Son savoir-faire de pousser, de grandir, de croître. Et l'homme, c'est en développant son savoir-faire singulier, unique, propre à lui-même, qu'il peut activer son processus de croissance, de développement. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais j'ai mis 2 ans à pouvoir dire ce que je dis maintenant. Je peux expliquer en des termes simples pourquoi les communautés, les mouvements sectaires en tout genre
les apôtres spirituels sont de l'arnaque en boîte parce qu'ils font croire aux gens que tu peux t'éveiller justement en rien foutant et qu'il faut arrêter de faire. C'est ça la plus grosse arnaque. Déposséder l'individu de son pouvoir créateur, c'est en faire une âme errante, c'est en faire un esclave, mais à un niveau de soumission maximal. Alors, là où c'est filou aujourd'hui, c'est que justement, il y a tout un tas d'approches de gens qui te disent que c'est important d'avoir un ancrage dans la matière et de faire des choses dans la matière. Donc, il y en a qui vont te faire des stages pour apprendre les techniques de construction à la chaux, ou bien des techniques pour faire ton jardin en permaculture, tous ces trucs qui sont très à la mode parce que ça fait écolo, ça fait conscient, tu vois, ça fait humain du futur. C'est pas du tout humain du futur, ça. Ça, c'est humain créature, régi par ses conditionnements, ses idéaux, ses projections de ce qu'est le bien, tu vois, par rapport à des notions d'écologie toutes préfabriquées. C'est pas ça le futur. Parce que les savoir-faire qui te sont transmis là, c'est pas toi qui les as développés. Tu fais à la manière d'eux. Et quand tu vas dans les trucs comme ça de groupes, de communautés, tu fabriques des choses avec d'autres gens, à plusieurs. Donc, dans ce que tu fabriques, tu vas te lier subtilement à ces gens et à leur conditionnement, à leur façon de faire. Et en fait, je dis ça parce que j'ai connu une personne qui était prise là-dedans, jusqu'au cou, et qui n'arrivait pas à développer son art à lui, parce que justement, il était gelé par la honte. Et que plus justement, il continuait à travailler pour, comment dire, à travailler avec d'autres personnes, eh bien, il renforçait sa honte de lui-même, il ne pouvait pas développer son art, et il ne pouvait pas s'émanciper. Enfin, c'est terrible en fait. C'est terrible parce que c'est la honte qui bloque tout. Et tant qu'il y a ce blocage de la honte, il y a la dérive dans l'autofiction, l'aspect narcissique, l'orgueil. Et justement, tu dérives dans des domaines qui ne sont pas les tiens. Dans des anticréations qui ne sont pas les tiennes. Et tu donnes ton pouvoir, tu donnes ton énergie à d'autres structures, à d'autres individus qui, eux, ont besoin de toi pour avoir de l'énergie parce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'être créateurs. Les psychanalystes qui comprennent bien la psychologie humaine et des trucs super importants comme justement l'aspect narcissique, tous ces trucs, c'est important de les comprendre. Leur problème à eux, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il faut développer son savoir-faire et qu'il faut entrer dans sa créativité. Donc, en fait, ils ne permettent pas aux gens de changer de statut, c'est-à-dire de passer du statut de la créature au statut du créateur. Et tant que tu es créature, forcément tu es narcissique, tu vois. Se méfier de toute personne qui n'a pas su développer son propre savoir-faire parce que c'est une personne qui n'est pas indépendante. Même si elle te raconte qu'elle l'est, ou qu'elle est éveillée et que du coup elle est au service des autres. Parce que, encore une fois, cet aspect en nous narcissique adore avoir le beau rôle. Et il n'y a rien de mieux comme beau rôle que d'être au service des autres. Tu vois, c'est comme cette grande, soi-disant sage qui aime tout le monde, là, qui fait des câlins, là, qui fait des câlins à tout le monde, qui aime tout le monde. Tu peux pas aimer tout le monde, c'est pas possible en fait. Si tu arrives à aimer une personne, déjà c'est bien. Déjà, si tu arrives à t'aimer toi-même, génial. Si tu arrives à aimer une personne au monde, bravo, tu vois. Mais aimer tout le monde, c'est impossible. C'est que du pipeau, ça, c'est du fake. Et oui, donc si cette personne qui dit qu'elle aime tout le monde et machin, elle ne développe pas de manière individuelle et autonome son art, son savoir-faire, c'est qu'elle est dans une entreprise narcissique. Parce que oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le narcisse, il n'est pas créatif. Il ne crée rien d'autre que des empires pour faire grossir son image. Donc, faire grossir sa popularité. S'il fait des conférences, c'est pour avoir toujours plus de monde dans ses conférences.
pour avoir toujours le plus beau sourire du monde. Voilà, c'est que l'image. C'est le monde du rien. Voilà. Donc là, vous pouvez peut-être vous dire, ah putain, elle parle beaucoup la meuf, elle brasse du vent là. Hé hé, les mots servent à placer l'attention aux bons endroits. Maintenant que moi je sais que la clé de la réalisation de soi et de l'épanouissement, c'est le développement du savoir-faire, eh bien, je sais où je vais, moi, dans ma vie, et surtout dans mes échanges avec les autres, parce que c'était ça, pour moi, le plus important, savoir où je vais quand je parle avec quelqu'un. Parce que trop de fois, j'ai souffert d'aller nulle part et de me faire bouffer mon énergie. Trop de fois, je ne savais pas comment avoir un échange créatif, c'est-à-dire vraiment stimulant, énergisant. Pourquoi il y a cette croyance qu'il faut arrêter de faire? C'est parce que on a un attachement morbide au faire. Mais ce n'est pas le problème de faire qui pose problème. C'est la partie en nous mauvaise, enfin, la mauvaise partie en nous qui fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est l'attachement au perfectionnisme, c'est le narcisse en nous qui veut être bien vu des autres et qui se tue à la tâche, qui se tue au travail, qui se sent jugé tout le temps, qui ne peut pas faire quelque chose de créatif parce que il a trop peur de s'individualiser, il ne peut pas s'individualiser. Donc, c'est Narcisse qui pose problème, c'est pas le faire en tant que tel. Et celui qui croit que pour s'éveiller ou pour devenir lui-même, il ne faut plus rien faire, il ne va pas se développer, il ne va pas s'individualiser. Il va devenir par défaut un générique de méditant, un générique de sage éveillé. Il va porter des costumes traditionnels, ou il va devenir comme les autres en fait. Il ne va pas s'individualiser. Aujourd'hui, on est à 300% dans la recherche identitaire, dans la recherche de personnalité, de vraie personnalité. Mais les gens le font depuis leur parcelle victimaire, depuis leur aspect narcissique. Donc c'est pour ça qu'ils sont uniquement focalisés à la surface, dans les vêtements, dans la coiffure, dans des questions de genre, qui sont des questions superficielles. Ils ne le font pas réellement. Mais ton être, lui, pour t'individualiser, pour t'amener à développer ta personnalité authentique, ta vraie personnalité, il va le faire en te faisant développer ton savoir-faire, ton art, dans un domaine particulier, spécifique, défini, par lui d'ailleurs. Parce que même le domaine va être défini par lui. Il va tout créer, le cadre, le protocole de travail, enfin le protocole de développement, l'outil, le savoir-faire. Ce que j'ai observé chez moi et aussi chez les autres, c'est que tant que tu n'es pas dans le développement de ce savoir-faire et de ce cadre, ta créativité, elle est éclatée, sporadique. C'est-à-dire que tu es un petit peu créatif avec ça, un petit peu créatif avec ça. Il n'y a pas de cadre. Mais, tu vois, une graine qui devient un arbre, c'est un cadre. La graine, elle ne va pas devenir un jour coquelicot, un autre jour haricot, et un autre jour, tiens non, elle va devenir un chêne. Tu vois? Elle travaille toujours, tous les jours, à devenir l'arbre. Tous les jours, elle devient un peu plus l'arbre. Tous les jours, elle développe un peu plus son savoir-faire de devenir l'arbre qu'elle est. C'est pas du perfectionnement, c'est de la croissance. Et l'arbre, en croissant, il s'épanouit. Ton être a pour ambition ton épanouissement réel, et pour ça, il te fait développer un cadre
dans lequel tu vas pouvoir développer un savoir-faire qui t'est propre et singulier. Ce que tu développes en tant que savoir-faire, c'est ton art, et c'est ce qui va faire ton identité réelle. C'est ce qui va faire aussi que si la réincarnation existe, c'est une hypothèse, tu pourrais revenir sur Terre pour continuer de développer cet art. Tu pourrais revenir et le développer à un niveau supérieur, on pourrait dire, un niveau encore plus abouti pour toi. Quand j'étais au lycée, j'avais une super prof de français. Elle pétait le feu. Et en fait, cette femme, elle avait chez elle son propre espace de création, son atelier, elle écrivait. Elle était passionnée par Jean Giono. La première fois que j'ai vu le visage de cet homme, de Jean Giono, de cet écrivain, j'ai ressenti un truc très particulier qui se dégageait de son regard. C'était le mystère, mais le bon mystère. Le mystère de celui qui sait, qui a trouvé la solution par lui-même, pour lui-même. Il y a très peu de gens qui ont ce regard, mais il y en a qui l'ont. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il sait, quoi? Et justement, dans tous ces bouquins, il véhicule une certaine idée qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il y en a une quand même. Démerde-toi pour la trouver. Donc je me disais, mais c'est quoi la vérité qu'il a trouvée? Ben, en fait, la vérité qu'il a trouvée, c'est que le secret de l'épanouissement, c'est la création. C'est se créer un monde, c'est créer son monde, créer son univers. Et ce mec, il disait, à la fin de sa vie, je n'ai même pas fait le quart de ce que je voulais faire. C'est un mec qui a fait je sais pas combien de bouquins. Il en a fait beaucoup. Et il disait, j'en ai même pas fait le quart. Ton espace de créativité, c'est ce qui t'amène cette soif, qui t'amène ce besoin, qui te permet d'avoir un centre, d'avoir une colonne vertébrale, quelque chose qui te porte, qui fait qu'il y aura toujours en toi un manque, mais un bon manque. Un manque qui appelle au nouveau. Quand le mec il dit j'en ai pas fait le quart, ça veut dire qu'il a besoin de faire des nouveaux livres. Et que il reviendra sur Terre pour continuer à écrire. Parce que sans corps, il ne peut pas le faire, écrire. Il faut une main pour écrire. Et tant que tu es dans l'imaginaire de ton livre, mais que tu ne l'as pas écrit, il n'y a pas de livre. Ça peut paraître con, mais bon, c'est important de le dire quand même. Et ce que je voulais dire, c'est que quand je dis que le développement de ton savoir-faire, ton art, c'est ton identité réelle, c'est ton être qui devient réel. Tu vois? Tant que tu développes pas ce savoir-faire, que tu développes pas ton art, c'est comme si tu n'existais pas. C'est terrible hein, ce que je dis. T'es une créature. T'es un ensemble de programmes. T'es une âme, c'est-à-dire un ensemble de données mémorielles. Tu vois? Ton âme, c'est ta cassette, ton inconscient, sur laquelle est inscrite toute ta vie. C'est ce que racontent les gens quand ils disent qu'ils vivent les expériences de mort imminente, ils voient leur vie défiler. Tu vois la cassette de ta vie qui devant les yeux. Mais ça, c'est pas toi. Est-ce qu'on est défini par notre passé, ce qu'on a été? Grande question. Est-ce qu'on est défini par notre passé, par ce qu'on a été? Est-ce qu'on est défini par notre apparence, par des données prédonnées, j'ai envie de dire, du prédonné? Non, on est défini par ce qu'on crée. Et tant que tu ne crées pas, tu n'existes pas en fait. T'es un... Oui, t'es un programme, un robot, une créature. T'es du préfabriqué, quoi. Mais à partir du moment où tu crées quelque chose de singulier, là,
tu rends réel ton être, donc tu deviens réel. Putain, c'est un truc de fou. Comme disait Saprem, ne restera que ce qui est réel. Ça veut dire que il n'y a que ce que tu as créé et qui est réel qui peut rester, dans le sens où je dirais que si la réincarnation existe, et c'est encore une hypothèse, il n'y a que ce que tu as créé par toi-même que tu pourras retrouver et qui fera que tu pourras aussi te reconnaître. Tu vois? Parce que finalement, tant que tu crées rien, tu ne peux pas te reconnaître. Alors oui, tu restes à savoir te demander qui tu es, à te chercher. Tu passes ton temps à te chercher. Mais c'est ça, tu peux passer des millénaires, des années-lumière à te chercher, à te chercher, à te chercher, mais tu ne trouveras rien. Tu ne peux trouver ou retrouver que ce que tu as créé par toi-même. Et c'est ça qu'il y avait dans les yeux de Jean Giono, son secret. Parce que lui, il avait trouvé. Il s'était trouvé lui-même parce que il avait développé un savoir-faire, un savoir-écrire. Et tous les écrivains n'ont pas ça, ne développent pas ça. Par exemple, Houellebecq, je m'en fous, je veux le balancer maintenant, je dis les noms. Houellebecq, c'est pas du savoir-faire ce qu'il fait, c'est du savoir-paraître. C'est du savoir se la péter. Quand tu as du sarcasme et du cynisme tu vois, quand tu es dans l'humour noir, dans le sens, attention, l'humour noir c'est cool, hein, mais que tu es tout le temps là-dedans, tu vois, ça c'est le formalisme. C'est la figure de style, voilà. C'est ça, c'est la figure de style. La figure de style, c'est pas du savoir-faire, c'est de l'artifice. Tu vois, c'est le mec tu vois, on en a tous vu dans la rue, dans les villes, des gens qui peignent à la bombe, là, des planètes, là. Il y a plein de gens qui les regardent. Ils font tous pareil, tu sais, ces peintres de planètes, là. Ils font tous les mêmes planètes, les mêmes trucs. C'est pas un art, ça, c'est de la technique. Un robot, il peut le faire. C'est de la figure de style, c'est de l'artifice. C'est de l'intelligence artificielle. Voilà. Comment reconnaître un réel savoir-faire? On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est ce que le savoir-faire de la personne va créer en toi. Quel goût, quelle saveur, quelle soif, ça va te laisser en bouche ou pas. Quand un bouquin te laisse un goût de chiotte en bouche, ou te laisse un goût d'amertume, ou un goût de putain, le monde c'est de la merde, les gens c'est tous des pourris, ou c'est tous des cons, eh bien, c'était juste de la figure de style, du formalisme, du vide. Alors, je l'avais expérimenté à l'époque où j'allais voir des expositions d'art contemporain, il y a très 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 longtemps. C'était très perturbant parce que j'allais voir des expos et je me sentais crevée en fait, littéralement. Et quand je sortais de l'exposition, eh ben, je trouvais que ce qui se passait à l'extérieur, c'était plus intéressant. Une fois, j'étais allée voir une grosse expo, et je pensais que ça allait être super, c'est pour ça que j'y suis allée. Et je me suis sentie, en fait, dépérir dans cette exposition, dans cet espace. Et ce que je voyais, ça me donnait envie de crever. Et je suis sortie, et là, il y a une voiture qui est passée, c'était une vieille bagnole des années 80 avec un gros pot d'échappement, et ça faisait de la fumée. Et là, j'ai eu une pensée genre, oh, de bien-être, genre, oh, la vie, la vraie. Tout ce que produit finalement l'aspect narcissique dans l'humain amène la déception. Amène soit la déception, soit le refuge dans les mondes artificiels, tu vois, de magie, de féerie, de tout ça. Et coupe du besoin de faire et du besoin de créer. Tu vois, les conférences de physique quantique, tous ces machins, wow, c'est merveilleux, c'est génial. Hein, pendant que t'es perché, t'es coupé du besoin de faire et de créer, tu vois. Alors que quand une personne développe son réel savoir-faire, eh bien, ça va, toi, à ton tour, te créer la soif de réaliser.
la soif de créer. Et justement, avec Jean Giono, ça faisait ça. C'est-à-dire que ça crée une stimulation de la recherche, tu vois. Une stimulation du besoin. C'est ce qui s'est passé avec l'écoute des conférences de Berlin-Montréal. Ça m'a activé le besoin. Ça me l'a fait aussi avec Satprem. Voilà, c'est ça l'indicateur, tu vois. C'est que ça active, quand c'est un réel savoir-faire, ça active chez toi le besoin. Pareil avec le dessin. Je me souviens, j'étais allée voir une exposition d'un peintre ancien, merde, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a peint le rideau de la Méduse, là. Putain, je me rappelle plus des noms. Et en fait, c'était une expo de ses dessins, de ses croquis pour ses peintures. Et j'étais allée voir ça, putain, en sortant de l'expo, j'avais envie de prendre un calepin et de dessiner, quoi. Un truc de fou. Ça, c'est parce que le mec avait développé un réel savoir-faire. Tu vois, quand une personne développe un réel savoir-faire, ça te crée toi aussi l'envie de faire. Oh putain, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, en fait, ça te crée aussi l'envie de faire parce qu'il y a eu une brèche, il y a une faille, il y a une ouverture, qui fait que pour toi, ça devient possible. Alors que, en fait, quand les gens... un faux créateur qui est dans l'artifice, lui, par contre, il te ferme toutes les portes. Tu vois, un bouquin qui est uniquement dans l'artifice, une fois que tu l'as terminé, tu te dis « Oh putain, moi j'y arriverai jamais, je pourrai jamais écrire. Je peux pas écrire, c'est trop compliqué, il faut savoir manier les effets de style, machin. » Ou quand tu vois une exposition artificielle de formalisme, tu te dis « Oh putain, mais moi je pourrais jamais faire de l'art, parce qu'alors là, il faut avoir des moyens que moi je n'ai pas. » Pareil pour les faux maîtres. Ils te font croire que tu pourras jamais t'éveiller ou qu'il faut des années de privation. Ça ferme toutes les portes. Pareil avec la danse. Putain, la danse, alors ça, c'est vachement un bon indicateur aussi. Tu vois, quand il y a beaucoup de danseurs qui sont dans le formalisme et putain, dans l'artifice, mais c'est d'un chiant, mais... Oh, alors ils poussent super loin, une certaine gestuelle, tu vois, c'est de la torture, enfin c'est comme les trucs de cirque, là, avec les gens qui mettent leurs jambes derrière la tête et qui se tirent les cheveux. T'es là, oh là là, mais arrêtez. Toi, t'es là comme un con, tu vois, genre, waouh. Mais t'es juste là comme un con, tu vois. Tu te dis, oh, bah, je pourrais jamais, moi, me foutre le pied derrière la tête et me renifler le trou de balle en même temps, enfin, tu vois. En même temps, ça sert à rien. Par contre, quand t'as de la danse réelle, la danse qui est vraiment l'expression du besoin, putain, t'as envie de danser toi aussi. Tu vois, ça t'ouvre la porte, ça te montre, regarde, tu peux aussi le faire. La relation à la parole. Ceux qui parlent, là, qui font leurs conférences devant des milliers de personnes, avec tous leurs assistants qui sont là pour traduire dans toutes les langues leurs bouquins, qui servent à rien et tout ça. Quand tu les vois parler, tu te dis, putain, mais moi je pourrais jamais parler comme ça. Ou je pourrais jamais parler à un public. Ça ferme les portes. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que de parler. Bah, il suffit de parler et de prendre un outil pour s'enregistrer. Et hop, c'est fait. Un réel savoir-faire se développe seul. C'est la solitude qui amène l'intégrité. Quand tu as besoin des autres pour développer ton projet sera dénaturé par les ambitions narcissiques des autres. Et comme tu vas faire grandir ton projet grâce aux autres, tu n'auras pas d'intégrité. Comme une graine qui serait greffée à d'autres graines pour grandir, elle va devenir un truc chelou quand même. L'aspect en nous narcissique cherche le succès.
À partir du moment où tu recherches le succès, dans le sens la popularité, forcément tu as besoin des autres. Pour aller au sommet de la pyramide, tu ne peux pas y aller tout seul. C'est les autres qui doivent t'y placer au sommet de la pyramide. Parce que le succès, ça s'obtient par le pouvoir dont les gens se dépossèdent et qui te donnent à toi. C'est-à-dire que, si par exemple, tu es un auteur ou un conférencier, tu t'entoures de gens qui ne croient pas en eux, d'accord, qui n'ont pas développé leur savoir-faire. C'est parce qu'ils vont te donner leur pouvoir que toi, tu vas pouvoir devenir populaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Le phénomène de la starification. Et ça, c'est aussi une des grandes thématiques. Oh putain, plus de batterie. Une des grandes thématiques qui me préoccupe, c'est ce fameux mythe de Faust. Vendre ce qu'on appelle vendre son âme au diable, ça ne veut rien dire en fait, ça veut dire plutôt vendre son âme au diable, ça veut dire se déposséder de son pouvoir créateur, se déposséder de soi-même, se déposséder de son être et tout donner à son aspect narcissique pour obtenir le succès, la réussite artificielle dans le monde. La réussite artificielle, voilà. Enfin, la popularité, quoi. Le swag, voilà. Ça, c'est en fait un choix qui se fait dans l'individu, c'est-à-dire qu'il va choisir entre Narcisse ou l'être. À un moment donné, il va préférer Narcisse. Il va se dire, moi, je veux vivre. En fait, je veux tout donner pour Narcisse. Et c'est ça qui va entraîner la dépersonnalisation, justement. Parce que pour qu'une personne soit adorée par des milliards de personnes, il faut qu'elle soit devenue un générique. Tu vois, comme Madonna. Madonna, elle est complètement dépersonnalisée. Même si elle veut montrer qu'elle est méga personnalisée. Elle est méga dépersonnalisée parce qu'elle est méga artificielle, elle est méga non créatrice. Putain, je sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, pour que les gens te portent un pouvoir et t'adorent, il faut que tu sois un générique, il faut que tu sois un canon, il faut que tu sois un standard. Parce que quand tu es un standard, n'importe qui peut se projeter en toi, c'est-à-dire, tu peux devenir un idéal, voilà, tu peux devenir un idéal pour les gens. C'est-à-dire que tout ce qu'eux, ils n'aiment pas en eux, toute leur honte, ils vont les cacher à travers leur idéal, que tu vas toi incarner. Voilà. Donc c'est ça, en fait, voilà, Narcisse veut devenir un idéal, un canon, un générique, pour être adoré des gens qui ont honte d'eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est de la merde, parce qu'il ne se passe rien, c'est pas créatif. Par contre, quand tu vas dans ton individualité, dans ta création, dans ta créativité, tu vas vers ta singularité. Donc tu vas vers ton anti-idéal, vers ton méga singulier. Et là, il n'y a plus grand monde qui peut se projeter en toi. Tout à l'heure, je disais que on ne peut pas se définir par rapport à son passé. On ne peut pas être défini par le passé. Et je dis ça parce qu'il y en a qui, dans leur recherche identitaire, se disent « Tiens, si j'écrivais une biographie, peut-être que j'en saurais mieux sur moi, je saurais mieux qui je suis. » Tu ne peux pas être défini par ce que tu as été, parce que ce que tu as été ne te permet pas d'être. Pour être, tu as besoin de faire arriver dans ta vie de la nouveauté. Et il n'y a que la création qui permet ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est défini par ce qu'on crée et non ce qu'on a été. Même si, pour créer, tu vas utiliser ce que tu as été. C'est vraiment comme ça que je vois la vie, c'est on est des graines, on est jeté sur terre, et le problème c'est qu'au moment où on est jeté sur terre, on rebondit, on se casse en deux, et on devient un autre. Et la dissociation, mais je crois que j'en parle après, dans la partie débriefing, la dissociation, donc le trauma, c'est un événement au cours duquel la honte va s'introduire en nous,
Et en fait, c'est la honte qui gèle le processus de développement de la graine. La graine, elle est projetée sur terre, elle rebondit, elle se casse, elle est gelée par la honte, et après, elle ne peut plus se développer. Donc, le but, c'est de déchirer la honte, et puis d'activer le processus de croissance de la graine. Et en fait, c'est la parole, c'est l'expression qui va permettre d'amener l'eau sur la graine et permettre son développement. Voilà. Et justement, le choix des mots dans la parole est décisif, parce que les mots sont des clés qui ouvrent des portes et aussi qui activent des processus. Quand tu trouves le mot qui correspond à ce que tu as besoin de développer, ou ce que tu as besoin de créer, tu actives le processus de création. Quand tu trouves le bon mot, en fait. Le mot dessin, c'est un mot qui est un pont entre l'immatériel et le matériel. Et ce que j'ai compris au travers de l'expérience, et que je peux verbaliser maintenant, c'est que la réalisation de soi est indissociable de la réalisation du savoir-faire de son être. C'est en développant le savoir-faire propre à ton être que tu peux te réaliser. Il n'y a pas de réalisation de soi en rien foutant. L'art, c'est le savoir-faire subtil, c'est-à-dire c'est ce que tu es la seule personne à pouvoir faire parce que ça induit ta sensibilité, c'est-à-dire ta relation singulière au monde. Voilà. Donc, tout le défi, c'est de réussir à trouver quel est ton art, quel est ton savoir-faire subtil. L'art, ça veut dire ça, le savoir-faire subtil. C'est pas juste faire des peintures ou faire des sculptures, c'est très vaste. Jung disait que le processus d'individualisation se situe à l'opposé de la dépersonnalisation. En fait, le but, c'est d'aller vers cette personnalisation, dans le sens, cette personnalité authentique, le développement de cette personnalité authentique. Eh bien, pour la développer, cette personnalité authentique, il faut développer l'art de cette personnalité. Quand une personne entre dans sa créativité, il y a une énergie très particulière qui se dégage en elle et qui peut se ressentir même tout autour d'elle. C'est une énergie de vie, de joie, une énergie très puissante. Une énergie qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, même pas dans l'amour, je veux dire, même pas dans l'amour, c'est encore plus puissant que l'amour. Et c'est une énergie que j'ai ressentie pour la première fois en étant spectatrice. La semaine dernière, en fait, j'ai fait peindre ma grand-mère sur un châssis que j'avais fabriqué. Et j'étais assise et je l'ai filmé. Et comme j'étais passive, j'ai vraiment pu ressentir cette énergie. Waouh, putain, comme c'est beau! Et point sur le i. Le point sur le i. Ben voilà. Franchement, mais tu déchires. Alors là, par rapport à la dernière fois,
j'ai repeint le fond et j'ai placé des espèces de petits diamants de merde en plastique pour faire les étoiles, comme si on s'était rapproché d'un coin de l'espace. Qu'il y avait eu un zoom sur deux constellations. Ça, c'est la constellation du... et ça, c'est la constellation du... Bon, bah, je sais pas. De toute façon, c'est juste pour la déco. En fait, Dieu, il a créé le monde, mais pour décorer. C'est juste de la déco, le monde. C'est pas une vraie création. Parce que pour faire une vraie création, il faut être dans le monde. Il faut être une partie intégrante du monde, il faut avoir un corps, il faut avoir de la chair, il faut avoir des besoins, il faut avoir des manques. Mais Dieu, lui, il n'en a pas. Incroyable, hier, je vais me balader, je tourne la tête, et là, je réalise que je suis dans un fond d'écran pour PC. Manque plus que le son. C'est ça ce que j'appelle le réel donné, le réel extérieur, non créé, c'est une page d'accueil pour PC. C'est une matrice. Et le réel, il se crée, c'est à toi de le créer en développant ton savoir-faire. On entend souvent dire que la dépression, c'est la maladie des riches ou c'est la maladie des pays riches. Quand tu dois tous les jours te battre pour trouver ta bouffe, eh bien, t'as pas le temps de déprimer. Pourquoi t'as pas le temps de déprimer? Parce que tous les jours, t'es poussé par ton besoin. Donc, t'es en contact avec ton besoin. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans les pays qu'on dit sous-développés, bah, les gens semblent beaucoup plus épanouis que dans les pays dits développés. Du fait qu'ils ont moins de choses et qu'ils ont moins de confort, en fait le problème c'est le confort qui anesthésie le besoin. Ils sont toujours ramenés à leurs besoins. Ils vivent en proximité avec leurs besoins essentiels, vitaux. Voilà, leurs besoins vitaux. Donc c'est ça qui les maintient à vif. Si par exemple tu pars 3 mois en expédition dans un pays inconnu où tu dois tous les jours trouver ta bouffe et dans un paysage qui évolue, qui change tous les jours, tu seras ramené à tes besoins vitaux et tu vas revivre si tu es mort, être réanimé par les besoins vitaux auxquels tu seras ramené. J'ai connu une période de ma vie, et je pense qu'on est nombreux à vivre ou à avoir vécu cette sensation, de jamais pouvoir s'arrêter de faire. Et en fait, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que tous ces troubles du comportement là, tout comme la dépression, en fait, serait ce qui s'introduit dans l'être humain par défaut, tant qu'il ne réalise pas le dessein de son être, tant qu'il ne trouve pas son réel savoir-faire. Tant qu'il ne trouve pas son réel savoir-faire, il est comme un chien enragé qui a besoin de ronger 1 milliard d'os tous les jours pour être tranquille. Il a besoin de cette frénésie du faire pour se calmer parce qu'il n'arrive pas à se réaliser. Et à l'inverse, quand tu réalises le dessein de ton être, quand tu trouves ton savoir-faire, il y a une paix qui s'introduit en toi, mais pourquoi? Du fait que tu développes quelque chose de réel, c'est-à-dire quelque chose qui a un sens pour toi, réel, et qui correspond à ta nature authentique. Eh bien, tu t'accomplis réellement. Et donc, tu es calmé, de fait. C'est-à-dire que cette frénésie qui est en nous, cette non-tranquillité ou cette dépression, cet ennui, sont les conséquences, encore une fois je le redis comme ça, de la non-réalisation ou de la non-trouvaille du réel savoir-faire. Et
la tranquillité réelle chez une personne, tu le trouves que chez les gens, tu vois, qui font réellement ce qu'ils aiment. Et ce que j'ai observé, c'est que quand tu fais... comment dire, quand tu réalises le dessein de ton être, ça veut dire que tu fais vraiment ce que tu aimes vraiment. Tu seras forcément un artiste de ton domaine. Par exemple, si ton domaine de réalisation, c'est l'alpinisme, tu seras un artiste de l'alpinisme. Tu vas apporter une relation, c'est ce que j'ai dans la précédente vidéo déjà, une relation particulière, singulière au domaine en question. C'est ça le propre de l'être, de cet aspect en nous du créateur, c'est d'apporter sa relation singulière à la chose. Et finalement, tant que tu n'as pas trouvé, tant que tu ne peux pas exprimer, plutôt je dirais, cette relation singulière à un domaine en question, précis, et je dirais même ultra cadré, parce qu'en fait, l'être t'amène à cadrer, t'amène à définir ton cadre de réalisation. Ouais, tant que tu l'as pas trouvé, c'est l'enfer. À partir de quel moment on peut dire qu'on est riche? Je dirais à partir du moment où tu as du temps libre, en fait à partir du moment où tu peux t'ennuyer. À partir du moment où tu n'as plus besoin de te battre pour survivre, même si tu galères au taf, ok tu galères au taf, mais tu as à manger, tu sais où trouver à manger, tu sais où dormir, voilà. Et tu as du temps de libre. Là on peut dire que tu es déjà riche. Parce que dans d'autres pays, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas le temps de s'ennuyer. Quand tu es riche, même si toi tu te considères pauvre par rapport aux autres, ça n'empêche que tu es dans un pays riche et que quand tu vas visiter un pays pauvre, ils vont te voir comme un riche et ils auront raison de te voir comme un riche parce que toi tu as pu te payer un billet et qu'eux ils ne peuvent pas se le payer, ça s'arrête là. Que même une personne pauvre en Occident, elle va en Inde, elle est riche. Voilà. Qu'est-ce que... Et quel est le problème en fait, quel est notre problème à nous? C'est que nous en fait, on ne sait plus où est notre besoin. On n'arrive plus à trouver notre besoin puisque nos besoins vitaux sont assouvis. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est du besoin de créativité, du besoin de développer son savoir-faire, qui permet en même temps qu'on le développe, de se développer soi-même. Je vais parler du lien indissociable qu'il y a entre l'immatériel qui est la réalisation de soi et l'épanouissement, et la matière, le développement du savoir-faire. Il ne peut pas y avoir d'épanouissement réel si en même temps, toi, tu ne développes pas quelque chose dans la matière. Il y a un truc qui se produit quand tu parles, c'est que tu extériorises des informations qui sont en premier plan. Et quand elles sont extériorisées, tu as les informations qui sont en second plan qui peuvent arriver. Mais tant que tu n'as pas parlé, tu restes bloqué aux informations de premier plan. Et là, dans cette vidéo, je suis en train de préciser, d'approfondir ce qu'est ce savoir-faire, cet art, et comment l'identifier, le reconnaître. C'est important de préciser que c'est quelque chose que tu fais seul et que tu peux continuer de faire seul. Un savoir-faire que tu pourrais faire si tu étais reclus pendant 3 mois dans une petite maison au fin fond de nulle part. Voilà, pour donner une image. Quand c'est juste un savoir-faire que tu exerces sur les gens, que tu as besoin des gens pour le développer,
ça crée une relation de dépendance avec les gens. Ça ne veut pas dire que ton savoir-faire, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser pour des échanges avec les gens. Mais tu dois aussi pouvoir le développer sans les gens. Voilà. C'est important de préciser ça, parce que tout ce qui te crée de la dépendance avec les gens, ça ne peut pas vraiment mener l'épanouissement, parce que ça dépend de la présence ou de l'absence des gens. Ça dépend de leur disponibilité ou pas, ou de leurs besoins, en fait. Et déjà, ça te détourne de ton propre besoin. Comme je vais le dire après, le fait de suivre son besoin, c'est dérangeant. Et toi-même, tu as l'air dérangé. Donc, ça fait peur aux autres. C'est pas commercial. Et comme c'est dérangeant, on préfère soit anesthésier ce besoin, soit devenir cet autre générique, cette image conforme, tout ça, parce que finalement, c'est plus reposant. Comme par exemple, t'es chez toi, tout est rangé, tout est nickel. C'est plus reposant de laisser cet intérieur comme ça que de tout mettre en branle pour construire un nouveau meuble ou je sais pas moi, faire une grande peinture, en foutre partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus reposant de ne pas être créatif. Et d'être dans cette écoute des autres, soi-disant. Il y a une phrase qui est hyper puissante. Les mots sont des clés qui ouvrent des portes. Il y a une vidéo où je parle du gralophone, ce que j'appelle le gralophone. C'est le fait de s'enregistrer pour pouvoir s'écouter avant de dormir et déverrouiller son inconscient, c'est-à-dire déverrouiller les interdits qui sont posés par nos mécanismes. Donc, il y a une phrase qui est très puissante, c'est « tu as le droit ». Exemple, « tu as le droit de suivre tes besoins authentiques ». Et une autre phrase qui est, mais d'une puissance incroyable, c'est la phrase « c'est possible ». Donc, si tu te dis à toi-même « tu as le droit de suivre tes besoins » et à la fin, tu termines par « c'est possible ». Eh bien, ça ouvre un truc à l'intérieur, mais pouh! Parce que finalement, notre inconscient, c'est un ensemble de verrous et c'est un ensemble de croyances que c'est impossible. C'est difficile. Et à cause de tout ça, eh ben, on est grave limité. Parce que, eh bien, nos parents, bon, c'est pas de leur faute, mais ils croyaient pas en eux, enfin, ils n'étaient pas épanouis, ils n'étaient pas réalisés, donc ils n'avaient pas les outils. Ils ne savaient pas que quelques simples phrases sont puissantes, ouais, j'arrive plus à parler, que des phrases comme tu as en toi un immense potentiel d'intelligence, de créativité, suis ton besoin et tu trouveras ta voie, oui c'est possible, et oui tu as le droit, je t'aime, c'est dangereux parce que je t'aime, après ça crée un lien d'attachement à la personne. Mais par contre, toi qui te dis à toi-même je t'aime, tu t'enregistres en train de te le dire à toi-même, ça c'est du lourd. Hein, encore une fois, vous avez vu les expériences avec le riz là, bon, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? On s'en fout, il faut l'expérimenter. Moi j'ai une pote, elle l'a fait sur ses plantes, elle leur a dit je t'aime, les plantes, elles ont explosé comme ça, elle était obligée de les tailler. Elle était obligée chez elle de tailler toutes les semaines ses lierres qui poussaient sur ses murs, parce que ça se développait à vitesse grand V, quoi. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de lumière, enfin, quoique le lierre, ça passe dans beaucoup de lumière. Donc, voilà, c'est possible. C'est possible. Peut-être que toi, quand tu le dis, tu vois, quand tu t'enregistres, c'est un peu dur. Tu forces un petit peu. Surtout si t'es pas très bien, t'es un peu dans le mal, tout ça. Mais après, quand tu t'écoutes et que t'es passif, de toute façon, ça rentre en toi.
ça s'infuse, ça s'imprime. Hein. Les mots, ce sont vraiment des clés. Et ces clés qui rentrent, eh ben, elles rentrent à l'intérieur et elles ouvrent des portes. Ding, 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 ding. Et justement, le mot dessin, D-E-2-S-E-I-M, est le point et le pont, le point de connexion entre l'immatériel et le matériel. Et comme tous nos besoins vitaux sont assurés dans notre société matériellement développée, notre défi, c'est de pouvoir identifier, apprendre à suivre des besoins beaucoup plus subtils, comme le besoin de créativité et le besoin de développer son savoir-faire. Quand j'ai commencé à parler, j'avais des intuitions que je n'arrivais pas à verbaliser. Et aujourd'hui, je peux verbaliser ces intuitions de manière très simple. C'est le fait de pouvoir créer quelque chose de personnel qui permet de s'épanouir. C'est pas en faisant de l'art-thérapie, c'est-à-dire c'est pas en apprenant les méthodes des autres que tu peux t'épanouir, c'est en développant ton art, c'est-à-dire ton savoir-faire. Et pour créer cette chose personnelle, tu as besoin d'être seul. Il y a une tendance en nous qui est liée à notre aspect narcissique, qui veut à tout prix réussir, tout de suite, qui veut briller, qui veut avoir du public, qui veut avoir du succès, qui va mécaniquement s'entourer des autres, ou vouloir former des clubs, des communautés, des groupes, parce que tu as plus facilement de la popularité dans un groupe ou un club, parce que tu bénéficies du contact des autres. Tu as plus facilement de popularité en prenant le vocabulaire d'un autre, l'univers d'un autre, déjà préfabriqué. Mais ça ne peut pas te mener à ton épanouissement parce que ça ne sera pas personnel dans le sens singulier. Et c'est le fait de pouvoir développer, créer quelque chose de totalement singulier qui permet de s'épanouir. Parce que quand tu fais ça, tu fais germer ta graine. Tant que ta graine, elle ne peut pas germer, tu es dans la nuit, tu es dans l'ennui, tu es dans la dépression, tu es dans la déception. Et tu as cette sensation que tu connais déjà tout. C'est une sensation que j'ai connue pendant très longtemps. Sensation que tu connais déjà tout, tu as fait le tour de tout, qu'il faut à tout prix que tu t'entoures de gens, tu te mettes en couple, parce que sinon tu vas finir seul. Tu vois? Et tu as cette menace tout le temps qui pèse sur toi de l'échec, de ne pas y arriver, de finir seul. Et c'est terrible. Parce que plus le temps passe, et plus cette pression s'augmente. Alors que quand justement tu commences à développer quelque chose qui t'est personnel, alors là, il y a tout qui change. Tu crées littéralement un monde à l'intérieur de toi. Et comme je vais le dire juste après, en fait, quand j'ai commencé à parler, j'empruntais les mots des autres. Je parlais d'âme, d'esprit, de fusion avec le double, de machin comme ça. Et à la fois, il y avait mon besoin qui poussait à l'intérieur, et c'était ça mon guide, mais dans les formes, dans le vocabulaire, c'était pas mes mots. Donc je me sentais pas forcément très bien. C'est pour ça que je faisais souvent la grimace, et des fois quand je revois mes vidéos, j'enlève le son, parce que je m'en fous de ce que je dis, je regarde juste ma gueule, et je vois que je suis comme ça, on voit que je suis comme si j'arrivais pas à chier. Je suis en souffrance parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas mes mots, c'est pas ce que je veux dire. Mais je sais au fond que je vais y arriver au bout d'un moment, que je vais réussir à trouver mes propres mots, mon propre langage. Mais au début, c'est pas le tien, c'est chiant. C'est comme le peintre qui commence au début à faire ses peintures, il n'est pas content parce qu'il essaye de faire un truc pour ressembler à un machin qu'il a déjà vu, mais c'est pas ça, il n'arrive pas à trouver son truc. C'est hyper gênant ça. C'est comme si tu essayais des fringues, tu vois, dans une garde-robe d'une personne qui n'a pas du tout ta taille, qui n'a pas du tout tes goûts. Mais tu es obligé de t'habiller parce que tu as froid, tu as besoin de te saper parce que tu cailles, et tu les mets, oh putain, ça va pas. Ah, ça me va pas, j'aime pas, c'est pas moi, c'est chiant. Donc, voilà, pour le dire très simplement,
le fait de pouvoir créer individuellement quelque chose de personnel dans un domaine qui te correspond, c'est ça qui mène sur la voie de l'épanouissement réel et durable, parce que ça va entraîner la mise en place d'un savoir-faire que tu vas pouvoir développer tout au long de ta vie. Ce savoir-faire va être la sève ou la colonne vertébrale qui te soutient, qui te porte. Et tu peux observer qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont épanouis et d'autres pas, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont la lumière, qui ont les yeux qui pétillent et qui brillent. Et bien tu verras, c'est que c'est toujours moi ce que j'ai observé, c'est que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles font toutes, elles exercent toutes un savoir-faire qui leur est propre et qu'elles sont les seules à savoir faire. Elles ont en fait cette brillance, plutôt je dirais pas, j'aime pas le mot brille, j'aime pas la brillance, mais cette étincelle de vie, voilà, l'étincelle de vie dans les yeux qui fait que ça pétille, c'est parce qu'en fait elles ont un secret. Mais c'est pas un secret dans le sens lié à un truc qu'il faudrait pas dire qu'elles auraient fait, qu'il fallait pas faire. Non, c'est un secret lié à justement un savoir-faire qu'elles ont trouvé par elles-mêmes. Cette étincelle de vie, c'est l'étincelle de celui qui a trouvé la clé. Il m'a fallu 2 ans pour trouver ces 2 mots et les associer ensemble. Dessin de lettres. 2 ans à parler, à ajuster mes mots, à trouver les bons mots. Les mots sont des clés qui ouvrent des portes. Et tant que tu ne prends pas les mots, c'est-à-dire tant que tu ne parles pas pour ajuster ta parole, ce sont les mots qui sont préinscrits en toi par défaut qui te conditionnent. Quand j'ai commencé à parler, il y a 2 ans, sur mon autre chaîne, j'avais plein de conditionnements qui étaient la conséquence de mes lectures, de mes écoutes, parce que j'étais passive, je ne parlais pas. Donc quand j'ai commencé à parler, j'ai utilisé des mots qui n'étaient pas les miens. Je ressentais que la langue que je parlais n'était pas ma langue. Mais j'avais besoin d'utiliser un vocabulaire ésotérique, parler d'âme et d'esprit et de fusion avec le double, parce que je savais que ce que je cherchais était immatériel. Je savais aussi que ce qui pouvait sortir les gens de la dépression et de l'ennui, de l'état de désœuvrement, c'était l'art. Mais je ne pouvais pas le dire comme ça, parce que dire c'est l'art qui va nous sauver de la dépression, ça ne veut rien dire. Et tant qu'on ne déconstruit pas aussi ce qu'est l'art, ou plutôt qu'on ne redéfinit pas la fonction de l'art, on reste avec nos conceptions préfabriquées là-dessus, et puis ça ne nous aide pas plus que ça. L'art, ça désigne un savoir-faire. Un savoir-faire particulier et propre à une personne qui induit sa sensibilité. Et qui n'est pas reproductible par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'art, ça n'est pas une technique. Ce n'est pas quelque chose qu'une machine peut faire. Pourquoi l'art n'est pas reproductible par une machine? Parce que l'art est l'expression du besoin. Et une machine n'a pas de besoin.
Elle n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de se recharger, c'est nous qui avons besoin de les recharger pour s'en servir. Et n'ayant pas de besoin, la machine ne peut pas avoir d'intention et de dessein. Mais l'homme, lui, c'est ce qui le sépare de la machine et aussi de l'animal, c'est qu'il a un dessein qui est contenu à l'intérieur de lui et qui peut même passer une vie à ignorer. Et tant que ce dessein n'est pas réalisé, ou qu'il n'est pas sur la voie de sa réalisation, alors il est par défaut dépressif et plongé dans l'ennui. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'en viens à poser cette théorie, on pourrait dire ça comme ça, théorie, sur la cause de la dépression, parce que la dépression, c'est quand même une maladie qui ne connaît pas de remède, et l'ennui, on ne peut pas dire que ce soit une maladie, mais en tout cas, c'est un mal qui n'a pas de remède. Alors, on ne peut pas, on peut pas mettre sur le même plan l'ennui et la dépression, mais moi, je le fais parce que, en fait, je ne parle pas de la dépression en termes médicaux, vu que je ne suis pas médecin. Je parle de la dépression en termes de sensations, de perte de sens, de fatalisme, de perte d'énergie, de victimisation, de tous ces aspects-là, de perte de la joie, de tous ces aspects dans l'humain qui s'invitent en lui et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que quand tu vas pas bien, tu es dépressif, tu peux te dire que c'est parce que tu as connu des souffrances dans ton enfance et donc tu vas faire un travail sur toi pour essayer de voir pourquoi est-ce que tu as cette souffrance en toi. Mais le fait de faire ce travail ne te garantit pas pour autant de sortir de la dépression. Donc, il semblerait que la dépression est une cause beaucoup plus profonde que la souffrance dans l'enfance. Et aujourd'hui, je dirais que la souffrance dans l'enfance, principalement l'état de dissociation, qui est produit par la honte qui te fait devenir quelqu'un d'autre, qui te fait te réfugier dans le paraître, qui te fait être coupé de toi-même, ce serait plus quelque chose qui vient geler le processus de développement, de réalisation du dessein, mais c'est un gel. La honte, c'est un gel, mais ça n'est pas la cause de la souffrance. Donc, selon ma théorie, en fait, la dépression s'invite dans l'humain tant qu'il ne réalise pas le dessein de son être. Et s'ensuit aussi tout un tas de troubles, de souffrances. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a une quantité innombrable de maladies qu'on dit psychosomatiques qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on n'arrive pas à traiter. Et donc, moi, c'est en tant qu'artiste que je pose cette question, que je dis, est-ce que ces maladies psychosomatiques ne seraient pas la conséquence de la non-réalisation du dessein de l'être? Pour donner une image, reprendre l'image de la graine. La graine a un projet, devenir ce qu'elle est, un arbre ou une fleur. Si la graine ne peut pas se réaliser, alors elle pourrit, alors elle se détériore. Donc c'est une nouvelle façon de concevoir la souffrance existentielle. Et a fortiori, tous les gens qui proposent des stages de développement personnel, de travail sur soi, si
ces approches ne permettent pas aux individus de pouvoir réaliser leurs projets subtils, alors c'était juste du vent, de la branlette intellectuelle. Parce que tant que tu es dans l'errance, tant que tu es dans la non-réalisation, tu es plongé dans l'inertie et tu cogites énormément. Donc, tu crois que ton problème vient du fait que tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas trouvé ta mission d'âme, enfin des trucs qui te seront inspirés des autres, mais qui ne viendront pas réellement de toi. Aujourd'hui, nous avons une consommation excessive de, je crois qu'on dit narcoleptiques, les médicaments, l'alcool, les cigarettes, je mets tout dans le même sac, parce que c'est des substances qui sont des anesthésiants. Donc, qui sont des anesthésiants et qui vont aussi créer une sorte de détente, de relaxation. Et j'ai fait une observation avec la cigarette, parce qu'il m'arrive parfois, de manière occasionnelle, de fumer. C'est-à-dire que je ne suis pas une fumeuse quotidienne, mais occasionnelle. Et en fait, j'ai constaté que la cigarette, certes, créait une sorte de détente, relaxation, mais en contrepartie, t'aspirais ton besoin. Et en fait, l'année dernière, quand je faisais ma cabane, je m'étais acheté un paquet de clopes et tout, et j'étais en train de faire la cabane, j'étais habitée par le besoin de le faire, de construire. Et je me suis posée pour fumer, et après avoir fumé une première clope, j'avais plus du tout envie de faire la cabane. J'avais plus le besoin de la faire. Mais en tant que telle, il n'y a pas de nécessité vitale à ce que je fasse cette cabane. Hein. Ça répondait à un besoin de créativité. Il n'y avait personne qui m'obligeait à le faire. J'avais pas de contrainte. Parce que, oui, quand tu as une contrainte, tu as une commande à rendre, ou je sais pas, bon, c'est pas pareil. Mais là, j'étais mon propre commandeur, quoi. Et après avoir fumé, je me suis dit, mais pourquoi? Ouais, bah là, c'est bon, j'ai assez bossé, allez, je continuerai demain. Et ça, c'est des trucs auxquels on ne fait pas gaffe, parce que quand c'est quotidien, tous les jours, une petite cigarette, 2, 3, on ne fait pas gaffe, et l'effet ne se ressent presque plus. Mais quand tu fumes pas, et que tu fumes juste de manière occasionnelle, alors là, tu peux mieux vraiment constater l'effet. Et c'est, en fait, hyper sournois. Ça vient vraiment enlever ce truc que tu as dans le ventre, cette soif de suivre ton besoin. Il n'y a plus. Il n'y a plus de raison d'avoir de besoin. Et quand tu fumes et en même temps que tu fais une activité intellectuelle, eh bien, ce que j'ai observé, c'est que finalement, il va te manquer d'électricité, parce que ça va... En fait, c'est comme si les ondes de ton cerveau qui étaient comme ça, elles vont être comme ça. Tu vas, comme quand tu vas dormir, enfin juste avant de dormir, les ondes alpha, je crois qu'on appelle. Et tu passes de bêta à alpha, enfin, je crois que c'est ça. Et en fait, tu n'as plus suffisamment d'intensité pour déconstruire, donc pour créer. Il ne peut pas y avoir deux êtres identiques au monde, en fait. Contrairement finalement aux âmes qu'on appelle les âmes sœurs, l'âme c'est ton passé, c'est ton vécu. Tu observes qu'en fait des âmes sœurs on en a plein, parce que il y a plein de gens qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses que nous, et qui ont compris plus ou moins les mêmes choses, et qui sont arrivés plus ou moins au même stade. Donc ça c'est plus court, enfin c'est courant. Alors que l'être, c'est, encore une fois, je le redis, c'est un verbe, donc ça induit une action. Être humain, tu le deviens, et tu le deviens comment? Dans le développement du savoir-faire, la honte et la haine aussi. Enfin, moi, je sais, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais de la haine qui rentrait en moi par rapport à certaines actions,
d'adulte sur moi. Et je me disais toujours, mais putain, un jour, je vais me venger. Dans le sens où un jour, je vais utiliser cette haine. Et cette haine qui est rentrée en nous, c'est une énergie en tant que telle, et ben c'est un moteur qui pousse en fait au développement. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la honte et la haine qui étaient rentrées en nous, on n'aurait pas de raison de sortir de notre condition, de s'émanciper, de se développer, de se transformer, de se transcender même. Pourquoi un robot, il ne peut pas se transcender lui-même? Parce qu'il n'est pas humilié, il n'a pas de honte, il n'a pas de haine. Donc il n'a pas de raison. Donc il n'a pas de besoin. Enfin, il n'a pas de raison. Il n'a pas de besoin plutôt. Voilà, il n'a pas de besoin. Nous, on a le besoin de se transformer parce que, à un moment donné, on a été ramené à quelque chose qui nous est insupportable. Quand tu es humilié, quand tu es abusé, tu te sens être une sous-merde. Donc, ça t'est insupportable. Ça te crée la haine et à partir de là, forcément, tu es poussé par le besoin de développement. Et ça... quand tu vas être dans ta créativité, tu vas avoir besoin de cette énergie pour développer ton truc, mais dans ton savoir-faire, tu vas en fait sublimer la haine, l'utiliser simplement comme une énergie, c'est-à-dire le transformer en quelque chose d'intelligent. D'accord? Si tu ne le fais pas, la haine qui est en toi, l'humiliation, la honte qui sont en toi, vont être destructeurs pour toi-même et pour les autres. Ça va donner lieu à la jalousie, parce qu'en fait, la honte et la haine non transformées donnent lieu à la jalousie, à l'envie. Tu vas envier certaines personnes, tu vas te cacher à toi-même, parce que la jalousie, ça fout la honte pour soi-même, donc on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir qu'on est jaloux de telle personne, mais on est jaloux de plein de personnes, plein de choses, parce qu'on n'a pas su transformer ça. Mais, encore une fois, quand tu utilises, on va dire, ces énergies négatives comme des moteurs dans le développement de ton savoir-faire, tu les sublimes, et là, tu t'en libères aussi de ce fait. Voilà la fonction globale, générale de l'art, du développement du savoir-faire, permettant, en même temps qu'on réalise et qu'on développe quelque chose, de se transformer soi-même. Et tant qu'il n'y a pas, je le redis, dans la matière, concrètement, de développement d'un savoir-faire, il ne peut pas y avoir de réalisation et de transformation intérieure. Ce qui se passe à l'intérieur est aussi indissociable de ce qu'on réalise à l'extérieur. En alchimie, dans le vocabulaire alchimique, il y a 3 étapes dans un processus de transformation d'un matériau: l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Moi, je me pose la question, ça veut dire quoi? L'œuvre au noir, ça veut dire quoi? Adapté au processus d'individualisation. Parce que finalement, l'œuvre alchimique, c'est d'abord en nous-mêmes qu'elle se produit. C'est là qu'elle est intéressante. Parce qu'après, transformer du plomb en or, bon, c'est intéressant, mais je veux dire, ça ne va rien t'apporter plus dans la vie, sauf que oui, tu vas être riche, puis, ou tu pourras impressionner les autres, mais c'est tout. Non, ce qui est important, c'est pour toi-même. Ce qui se transforme en toi, l'espace qui se crée à l'intérieur, parce que là, t'es mieux dans ta peau, t'es mieux. Voilà, bon. L'œuvre au noir, je dirais que c'est l'étape où tu avances dans le noir, où tu avances en aveugle. L'œuvre au blanc, c'est là où tu commences à voir le jour. Pour reprendre l'image de la graine au début, elle pousse sous la terre, elle voit rien, elle est dans la nuit, elle est sous la terre. Mais elle se développe parce qu'elle commence à activer son savoir-faire de graine qui pousse, quoi. Et ensuite, elle voit le jour. La tige sort à la lumière du jour. Et ensuite, l'œuvre rouge, je dirais que c'est la vie. Le rouge, c'est le sang, c'est la vie. Elle devient ce qu'elle est, elle commence à devenir, elle devient par exemple, bon là j'ai l'image de la fleur, un coquelicot. Voilà, l'œuvre rouge, elle devient coquelicot. Et en fait, pour nous c'est pareil. D'abord, on commence par l'œuvre noire. Mais les gens, ils ne veulent pas commencer par l'œuvre noire. Ils veulent tout de suite être dans le blanc, tout de suite dans la lumière. Et ça, c'est un truc que j'ai observé aussi dans l'art, grâce à ma grand-mère maternelle.
avant de parler de ma grand-mère, je vais parler d'autre chose. Et là, je suis hyper contente de pouvoir dire ce que je vais dire, d'avoir les mots pour le dire. C'est une libération pour moi. L'œuvre au noir, c'est le fait de s'exprimer en suivant son besoin d'expression. Et le besoin premier d'expression, c'est le besoin cathartique. Cracher sa bile noire. Cracher tout ce que tu n'as jamais pu dire, ce que tu n'as jamais pu exprimer. Imaginons un enfant qui grandirait dans un cadre hyper disciplinaire, dans une famille riche, conservatrice, où dès son plus jeune âge, il est déjà habillé comme un petit ministre. Là, je pense au film Mon oncle de Jacques Tati, le petit gamin dans le film. Il peut pas être, ok? Il peut pas être tout court. Comment ça va se passer son œuvre noire pour lui? Eh bien, il va pouvoir s'autoriser tout ce qui lui a été interdit. Il va pouvoir dire dans des formes, dans une certaine expression, tout ce qui lui a été interdit d'exprimer. Et c'est ça ce que j'appelle la fonction cathartique, c'est cette fonction libératrice par l'expression de ce qui a été empêché. Ça peut être aussi l'expression de la souffrance, de la douleur par rapport à des traumatismes, des choses comme ça. Et la finalité de ça, c'est la libération, donc l'épanouissement. Et ce que j'ai observé, en fait, quand j'ai fait mes études, c'est que les gens avec qui j'étais, tout ça, ils pensaient tout de suite à leur carrière. Donc, ils pensaient tout de suite à la lumière. Mais ils ne prenaient pas le temps de vivre cette catharsis. Et cette catharsis, elle peut durer des années. Elle peut durer 10 ans, 15 ans. Mais si tu ne la vis pas, bah plus tard, à l'âge de 50 ans, 60 ans, tu seras rattrapé par ce qu'on appelle tes vieux démons, c'est-à-dire ce que tu n'as pas pu extérioriser. Les démons, c'est juste des non-dits, des interdits. De la non-sublimation, en fait. De la haine non sublimée. Mais quand tu es dans une entreprise narcissique, dès ton plus jeune âge, à 20 ans, tu es tout de suite dans ton truc narcissique de réussite, de carrière, tu peux pas le faire, ça. Et c'est pour ça que tu t'obscurcis. Que tu fais un art faux, formaliste, qui sonne creux. Parce que Narcisse, ils peuvent faire que ça, que de l'artifice. Le pire, c'était en poésie. Je prenais des cours, enfin, c'est pas vraiment des cours, mais j'avais un poète qui... C'est dur de dire poète. Non, c'était vraiment un passionné de poésie qui nous faisait découvrir tout ce qui se faisait à l'heure actuelle. On ne lisait pas du Rimbaud, du Baudelaire, quoi. On découvrait ce qui se faisait. C'était impressionnant de voir à quel point la poésie contemporaine, qui est indissociable de la performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les poètes, ils lisent leurs poèmes sur scène, ils ne font pas juste des bouquins. C'était impressionnant de voir à quel point c'était putain que du formalisme tout le temps, mais c'était insupportable. Alors t'en avais un, tu vois, genre par exemple, il écrivait un mot avec plein d'espace entre les mots, plein de virgules. Ce qui faisait qu'après, quand il lisait son poème sur scène, ça faisait un truc trop chelou. C'était juste chelou, en fait. Et pendant que les gens étaient là à cogiter, à se dire « Ah, c'est vraiment bizarre ce qu'il fait. Ah, c'est intéressant. Oh, il est chelou. » Ben, ils étaient occupés à cogiter et ne pouvaient pas réaliser à quel point c'était juste nul, à quel point c'était juste vide, à quel point ça sonnait creux, parce qu'il n'y avait aucun besoin là-dedans. C'était que de l'artifice.
quand tu es occupé à cogiter, tu vois, tu réalises pas que ce qui t'est présenté devant les yeux, c'est de l'artifice, c'est vide. Et ce qui se passe dans les institutions ou dans les lieux qui sont censés former les artistes, c'est qu'il y a une aspiration du besoin et un culte de l'artifice de la forme. Donc à partir de là, il ne pourra jamais y avoir de nouveauté. Impossible. Impossible. Ça sera que de la redite, la répétition de la citation. Et après, tout le monde s'étonne qu'il ne se passe rien. C'est incroyable. Maintenant, je comprends mon comportement bizarre. Je me tenais un peu à distance des gens. Parce que je ne voulais pas qu'ils me dénaturent. Parce que je savais que si j'allais parler avec eux, ils allaient m'aspirer mon besoin. Pour faire de moi un espèce d'animal intellectuel malade. Dans le sens tortueux, dans le sens compliqué, dans le sens constipé plutôt, dans le sens constipé. Et les deux mots que j'avais réussi à formuler, c'est affect, produire. Produire des affects. Alors, il me disait, mais tu fais quoi? J'essaye de produire des affects. Et alors, j'avais jamais de réponse quand je disais ça. Les gens disaient, comment ça, produire des affects? C'est pas un travail de produire des affects. Mais en fait, je fabriquais des choses qui produisaient des affects pour me créer, en fait, de la remontée de matière noire. Je faisais des trucs qui m'auto-dégoûtaient moi-même, qui m'auto-repoussaient moi-même, pour que ça bouge à l'intérieur, pour que ce qui était à l'intérieur, tapis dans le fond, ça puisse remonter. Et en fait, ce besoin cathartique, ce besoin de transformation, ce besoin, on pourrait dire même, d'exorcisme, exorcistique, c'est un des besoins racines aussi, un des besoins authentiques essentiels de l'être. C'est cette œuvre noire, c'est la graine, en fait, qui pousse la terre autour d'elle. Voilà, c'est ça l'œuvre noire, c'est ça la catharsis. Elle pousse la terre pour aller vers le jour. Mais tu ne peux pas avoir le jour tant que tu n'as pas poussé bien la terre et cramé tes morts. C'est pas possible. Je lui ai demandé quelle couleur elle voulait pour le fond de son tableau. Elle m'a dit vert foncé. Enfin, au début, elle m'a dit vert, et après je lui ai dit ouais, mais quel style de vert? Elle me dit vert bien foncé. Donc je peins vert foncé. Et ensuite, donc le foncé, c'est foncé. Hein. Quand elle a mis les touches de couleur des fleurs dessus, elle ne savait pas avant ce qu'elle allait faire. Hein. Mais bon, elle avait un bouquet de fleurs sur sa table, elle a fait un bouquet de fleurs. Eh bien, les couleurs sont vachement ressorties. Et je me suis rappelé que oui, dans la tradition de la nature morte, les bouquets de fleurs hein, qu'on voit dans les musées, tout ça, le fond est toujours foncé justement. Parce que quand tu as un fond foncé, bien marron foncé, tu vois, ou presque noir, putain, les couleurs, elles ressortent. Donc, tu vois, à l'échelle individuelle du processus alchimique, tu commences par l'œuvre noire, par traverser tes ténèbres et parler du mal-être et tout ça. Après, quand tu vas mettre les touches de couleur, ça va ressortir. Tu vois, comme les femmes qui ont la peau foncée, et bien quand tu mets un bijou dessus, c'est pour ça aussi qu'on aime bien avoir la peau mate ou bronzée. Parce que quand on met un truc de couleur dessus, et ben ça ressort vachement. Mais aujourd'hui, les gens, ils commencent toujours par un tableau blanc, en fait. Ils rajoutent des trucs par-dessus. Mais quand tu commences par du blanc, ce que tu rajoutes, ça va tout s'écraser, en fait. Il n'y aura pas de dimension parce qu'il n'y aura pas de profondeur. Parce que tu n'auras pas commencé par le foncé. Tu commences dans la nuit. Et des étoiles dans le ciel, on les voit briller parce que derrière, c'est tout noir. Le jour, tu ne vois pas. Et pareil pour tout ce qui a trait au spirituel, tout ça. Si le spirituel, ça désigne la connexion avec le vrai soi, avec la vraie source, la source intérieure ou le Dieu intérieur, c'est l'être, voilà. Tu commences par l'œuvre noire. Tu traverses ce qui est dérangeant en toi pour aller vers l'authentique. Tu traverses tout ça, et c'est pas normal que les gens commencent pas par... Parce que y a le narcisse, lui, c'est un paquet de honte. Donc, il veut cacher ses hontes, il va être tout de suite dans la lumière. Tout de suite, il va s'habiller en blanc. Tout de suite, il va s'éclaircir les cheveux. Tout de suite, il va se blanchir les dents. Et voilà, il est tout beau, tout propre.
mais il n'a pas de fond. Il n'a pas de fond. Il a même peur du fond. Il a peur de la nuit. Il a peur des forces obscures. Et c'est ça, ça explique la dualité bien mal. Les apôtres du divin, ils s'habillent tous en blanc, ils ont l'air tous de péter le bonheur tout le temps, machin, ils ont l'air tout bien équilibrés dans leur chakra. Ouais, mais ils ont peur des forces de ténèbres. Parce que l'aspect narcissique est superficiel et donc dualitaire. Ce qui est dualitaire, c'est ce qui est superficiel. C'est-à-dire qu'en gros, tu te réfugies à la surface où c'est le jour, où c'est la lumière. C'est ce qui fait que tu vas avoir peur de l'obscurité et que tu vas être dualitaire. Tu vas avoir peur de ce qui est pour toi le mal, qui est en fait la part en toi que tu ne veux pas voir, que tu n'as pas accepté, parce que tu n'as pas commencé par ton œuvre noire. Tu n'as pas commencé par traverser tes ténèbres. En fait, le vrai savoir, il s'accouche. Il s'accouche. Il se crée, en fait. Tout se crée. Tout se crée, tout se développe. Sinon, si c'est pas toi qui le crée, c'est du préfabriqué. C'est de l'impersonnel. Et donc, c'est de l'artificiel. Pour pouvoir avoir un indice que ce que tu es en train de développer est bien un savoir-faire que tu mets en place, c'est que quand tu le développes, quelque chose se produit en toi. Une transformation se produit en toi. Il y a un changement d'état. C'est ça. Un changement d'état vibratoire. Quand je dis vibration de vie, c'est une vibration discontinue. Vous voyez, quand on voit les représentations de vibrations, on a des ondes comme ça. Et quand tu étudies les fréquences d'ondes, les longueurs d'onde, tu as les ondes alpha, bêta, machin, elles vont faire des vagues plus ou moins élevées ou allongées. Ces représentations d'ondes sont régulières. Les courbes sont régulières. Elles vont être plus ou moins élevées ou allongées, mais toujours dans une régularité. Et la régularité, c'est l'anticréation, c'est l'aspect en nous de la machine. Quand tu entres dans ta créativité, alors là, je suis dans l'expression du ressenti. Hein. Je ne vais pas le dire à chaque fois parce que sinon, ça serait relou. Je le dis comme une vérité, mais c'est comme je le ressens. Je n'ai pas de moyen de prouver ce que je dis. Hein. Eh bien, quand tu rentres dans ta créativité, tu vas émettre des ondes. Alors, j'allais dire discontinues. Ce n'est pas vraiment discontinu. C'est des ondes irrégulières et où, en fait, aucun motif ne se répète. Tu vois, quand tu as une onde comme ça, tu as un motif répété. Une ondulation avec un motif répété. Ce qui entraîne une régularité vibratoire. Quand tu es dans ta créativité, tu vibres la vie et la vie ne répète aucun motif. Ou alors, quand c'est un motif répété, formellement, il y a toujours une petite différence. Parce que, en fait, la vibration est toujours animée de la présence. Donc, la présence ne peut rien répéter. La présence, la vie, c'est la non-répétition. Même s'il y a une apparence de répétition, c'est une différence. Il y a quand même de la nouveauté parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a ta présence. Et c'est pour ça que c'est une belle erreur de vouloir faire des trucs parfaits, réguliers, symétriques et tout ça, parce que c'est la mort. En même temps que tu réalises quelque chose qui est l'expression de ton besoin, si toi tu es sincère avec toi-même
dans le sens, tu veux juste exprimer ton besoin, point barre. Eh bien, en faisant ça, tu ouvres une porte et tu crées un espace nouveau à l'intérieur de toi. Et ces espaces que l'on crée à l'intérieur de soi, ils se créent dans la matière en fait. Tu ne peux pas créer d'espace comme ça sans rien faire. Dans notre société occidentale, les gens sont stressés, ok? On a l'impression qu'ils ne peuvent jamais se poser, se calmer, se détendre. Donc, forcément, on se dit, quand on a ce stress et cette frénésie à l'intérieur, que pour le combattre, il faut se détendre, il faut aller à la montagne, et il faut rien faire. Il faut arrêter de faire pour pouvoir être dans une sorte de paix. Voilà. Moi, j'ai cru ça pendant super longtemps. Il fallait que je lutte contre mon besoin de faire. Je suis en train de réaliser un truc de fou là en m'écoutant. À quoi ça mène de chercher à s'affranchir de ses besoins pour devenir un être pur, parfait, libre, soi-disant? Parce que c'est ça, finalement, ce que recherchent les spirituels. C'est une liberté affranchie des besoins. Oui, mais tu deviens quoi? Un robot, une machine? Il n'y a qu'une machine qui n'a plus de besoins. Un être vivant, ça a des besoins. Et c'est le besoin qui est le guide à l'intérieur pour te mettre sur la voie. Donc, quand tu n'as plus de besoin, tu n'as même plus de guide. Donc, tu es à la merci de ce que te raconteront les autres et de tes croyances, c'est-à-dire des guides. Et j'avais observé ça aussi, c'est que les spirituels, ils parlent toujours des guides. Les guides. Putain, ça c'est un truc, ça m'a toujours énervé. Pourquoi il y en a plusieurs, en fait? Pourquoi t'en as pas juste un? T'as un guide. Non, eux, ils en ont plusieurs. Parce qu'ils ont plusieurs béquilles, ils ont plusieurs croyances, ils ont plusieurs formes pensées qui les préconditionnent. Ils ont des croyances, mais ils n'ont pas de savoir intérieur. Parce que le savoir, c'est le besoin. Et il est là, le guide. Et comme eux, ils veulent s'en affranchir de tout ça, ben, ils perdent leur guide, justement. Putain, c'est un truc de fou. Le New Age et l'intelligence artificielle sont une seule et même chose. Et mènent à l'humain transhumaniste, à l'humain machine. Les lettres qui se sont barrées sur ma Seat Ibiza. Et l'autre fois, mon frère, il me fait « Eh, mais c'est ouf, en fait, t'as une Seat dotée de l'intelligence artificielle. IA. » Je fais « Ah non, 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 c'est pas l'IA, c'est YEEHA !» Pour pouvoir être dans la paix, il y a un espace à créer à l'intérieur de soi. Il y a un monde à créer à l'intérieur de soi. Et ce monde, pour le créer, eh bien, il faut développer son savoir-faire. J'ai conscience que je me répète dans cette vidéo, mais putain, c'est grave important. Et à chaque fois, c'est un peu différent comment je le dis. Le but, c'est la paix. On est OK, c'est ça. La paix, c'est ce monde. En fait, la paix, tu la trouves dans ce monde, cet univers que tu crées par toi-même. Cet univers, cet espace que tu crées par toi-même. Et pour le trouver, cet espace, eh bien, tu dois développer ton savoir-faire. Plus tu développes ton savoir-faire, subtil, singulier, tout ça, plus tu crées ton espace intérieur. Voilà.